Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fascine et fait un peu peur aussi, le deep web et le dark web. On a pas mal de notes sous la main pour essayer de bien comprendre. L'idée, c'est vraiment de faire la part des choses, de voir ce qui s'y passe réellement, le bon comme le mauvais, les risques bien sûr, et puis les outils qu'il faut. C'est un enjeu super important en cybersécurité, on va le voir, et on découvrira que c'est pas juste un repère de criminels, hein. C'est tout à fait ça. C'est un univers vraiment à part, avec des ondes très sombres, c'est vrai, mais aussi des aspects plus lumineux, on pourrait dire. L'anonymat, c'est la clé. Justement, l'anonymat. Mais avant ça, pour être sûr qu'on parte sur les bonnes bases, Deep Web, Dark Web, c'est quoi la différence fondamentale? On confond souvent. Oui, c'est une confusion classique. Alors, le deep web, en fait, c'est immense. C'est tout ce qui n'est pas indexé par Google, Bing, etc. Pensez à vos emails, votre compte en banque en ligne, les bases de données internes d'une entreprise. Bon, c'est vaste et c'est surtout légal et normal. Le dark web, lui, c'est une toute petite portion de ce deep web. Mais là, c'est caché exprès. Pour y accéder, il faut des logiciels particuliers. Le plus connu, c'est Tor, des Onion Router. C'est lui qui assure l'anonymat, à la fois pour la personne qui visite et pour le site qui est hébergé. Ces fameux sites en .onion. D'accord. Et cet anonymat, c'est vraiment le cœur du système, si je comprends bien. Comment ça marche, Tor, pour que ce soit si anonyme? Mais Tor, ça utilise un système de relais multiples. Votre connexion, elle ne va pas directement au site final. Elle passe par plusieurs serveurs intermédiaires, des nœuds, et à chaque étape, c'est chiffré, comme des couches d'oignons, d'où le nom. Du coup, c'est très très difficile de savoir qui est à l'origine de la connexion. Et c'est ça qui, combiné souvent avec des crypto-monnaies comme le Bitcoin ou Monero qui est encore plus anonyme, parfois même via des techniques de landry, de blanchissement pour brouiller encore plus les pistes, ou des systèmes informels comme Awala, bah, tout ça, ça rend les transactions illégales beaucoup plus faciles à cacher forcément. Le suivi financier devient un vrai casse-tête. Je vois. Donc, un espace caché, anonyme. Mais alors, comment on s'y retrouve? Si rien n'est indexé par Google, comment on trouve un site? Vous parliez des sites en point oignon. J'ai vu The Hidden Wiki dans nos notes. Oui, The Hidden Wiki, c'est un peu l'ancêtre, un annuaire de liens .onion. On y trouve de tout, du légal, de l'illégal. C'est souvent un point de départ. Mais attention, c'est pas le seul moyen. Il existe des moteurs de recherche spécifiques au dark web, comme amia.fi ou Torch. Et même DuckDuckGo, connu pour respecter la vie privée sur le web normal, a une version .onion, qui permet de chercher sur le dark web en restant dans Tor. Bon, parlons des choses qui fâchent un peu. Les activités illégales. C'est souvent ça qui vient à l'esprit en premier. Les notes sont assez explicites. Oui, malheureusement, c'est une réalité. On trouve des marketplaces, des marchés en ligne qui vendent des armes, des drogues, beaucoup de faux documents aussi. Permis de conduire, passeport, carte d'identité. Les notes mentionnaient des noms comme Onion Identity Services, US Fake IDs. Il y a aussi un gros trafic de données bancaires volées, les fameuses CC pour Credit Cards. Des sites comme CardShop sont spécialisés là-dedans. On peut même tomber sur des offres de hackers à louer, le fameux Rent a Hacker, ou acheter des appareils électroniques volés. Mais il faut être très clair, le risque d'arnaque est colossal. Et les malwares, les virus, sont partout. C'est pour ça que des outils comme les signatures PGP sont importants dans ce milieu. C'est une façon de vérifier l'identité de son interlocuteur, enfin, de s'assurer que le message est authentique. D'accord, ça c'est le côté vraiment sombre. Mais, et c'est important de le souligner, il n'y a pas que ça. Nos notes insistent beaucoup sur les usages légitimes. C'est moins connu du grand public, ça. Absolument. Et c'est crucial de le rappeler. L'anonymat de Tor, c'est aussi un outil formidable pour protéger la liberté d'expression et les sources d'information. Prenez les lanceurs d'alerte, les whistleblowers. Des plateformes comme SecureDrop, accessibles via Tor, leur permettent de transmettre des documents sensibles à des journalistes sans risque d'être identifiés. Dans les pays autoritaires où Internet est censuré, Tor et le dark web sont utilisés par des journalistes, des militants des droits humains ou même de simples citoyens pour communiquer librement, accéder à des sites bloqués ou publier des informations sans crainte de représailles. Ah oui, c'est vrai. Ce n'est pas pour rien que des médias très sérieux comme la BBC, le New York Times ont leur propre site .onion. C'est pour garantir cet accès non censuré. Même la CIA a un site .onion, pour permettre aux gens de les contacter de manière sécurisée. Et des services comme ProtonMail, qui misent tout sur la confidentialité, ont aussi une version .onion. C'est fascinant cette dualité quand même.
Et du coup, pour les professionnels de la cybersécurité, surveiller ce qui se passe sur le dark web, ce n'est pas juste regarder par le trou de la serrure. On parle de reconnaissance, de recon. C'est quoi l'intérêt concret? Ah non, ce n'est pas de la curiosité, c'est une nécessité stratégique aujourd'hui. La recon sur le dark web, c'est une veille, une surveillance passive. L'objectif, c'est de scruter les forums de hackers, les marketplaces, pour détecter si des données volées à l'entreprise y sont mises en vente. Ça peut être des identifiants d'employés, des bases de données clients, des numéros de carte bancaire. D'accord. Ça se fait de manière sécurisée, souvent depuis des machines virtuelles, pour éviter tout risque d'infection. Et repérer une fuite comme ça, très tôt, ça permet quoi? Ça permet d'anticiper une attaque plus large, de comprendre comment les attaquants opèrent, d'évaluer l'ampleur du problème si une faille a été exploitée, et surtout d'alerter et de protéger les victimes potentielles le plus vite possible. Pour un SOC, un centre de sécurité opérationnelle, ou pour un hacker éthique, c'est devenu une source de renseignements absolument essentielle. C'est proactif. Ok, donc si on résume, le dark web, c'est juste une petite partie cachée d'Internet, bien distincte du deep web qui est beaucoup plus vaste et surtout légitime. Son fonctionnement basé sur l'anonymat via Tor, c'est à double tranchant. Ça permet des activités criminelles variées, c'est vrai, mais c'est aussi un outil vital pour la liberté d'expression, la protection des journalistes, des militants dans certains contextes. Et pour les entreprises, le surveiller, c'est devenu une partie intégrante de la cybersécurité. C'est exactement ça. Et tout ça, ça nous ramène à une question de fond qui est loin d'être résolue. Comment on gère une technologie qui peut à la fois protéger des libertés fondamentales et en même temps faciliter des actes criminels graves? Trouver l'équilibre entre ces deux pôles, c'est un défi constant pour la gouvernance d'Internet et pour notre société numérique. Voilà. Une piste de réflexion pour conclure peut-être.